Salut à tous et bienvenue dans Nantes Foot, votre émission hebdomadaire de 26 minutes qui décrypte toute l'actu des Canaries. Pour m'accompagner ce soir sur ce plateau, ils fêtent tous les deux leur deuxième titularisation cette saison. Nassim Badri, ancien joueur du FC Nantes. Bonsoir Nassim. Bonsoir. Vous serez accompagné ce soir de Thomas Bernard, journaliste à Actu Nantes, deuxième émission de votre carrière Thomas. Tout à fait, bonsoir Maxime. Émission derby ce soir, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes redescendu un petit peu de vos émotions de ce week-end. Je pense que l'émission va être bonne. Au sommaire dans le dossier, on parlera d'une des histoires de ce derby, les retrouvailles musclées entre la Beaujoire et les ex-nantais Quentin Merlin et Valentin Rongier. Comprenez-vous l'attitude de la Beaujoire? On en discutera tout à l'heure. Avant cela, on vous donnera nos tops et nos flops sur ce derby. Mais d'abord, place au débrief, c'est parti. Un match nul au goût de victoire pour les Canaries, opposés à Rennes dans le 89e derby breton de l'histoire en première division. Les Nantais ont d'abord déçu avant de faire exploser la Beaujoire dans une fin de match comme on les aime. On revoit tout ça en images avec une première occasion nantaise dès l'entame sur cette déviation d'Ablin. Mostafa Mohamed tente le lob mais manque le cadre. Un raté regrettable puisque le Stade Rennais va ensuite prendre les commandes de la rencontre jusqu'à bénéficier d'un premier fait de jeu à la demi-heure. Après cette malheureuse main de Thilel Tati, penalty sifflé par l'arbitre et transformé par Ludovic Blas qui refuse de célébrer face à ses anciens supporters. L'ancien Nantais à l'origine également 5 minutes plus tard du deuxième but inscrit sur ce beau mouvement collectif par Esteban Le Paul. 2-0 à la pause, l'heure du réveil pour les Canaries. À l'heure de jeu, Junior Mwanga profite d'un ballon qui traîne dans la surface pour réduire le score du pied droit. 2-1. Le FC Nantes continue de mettre Rennes sous pression et bénéficie à son tour d'un pénalty à l'entrée du temps additionnel. Pénalty frappé par Mathis Ablin et arrêté par Brice Samba. Le FC Nantes finira tout de même par se faire justice grâce à un héros inattendu dans le temps additionnel. Sur ce centre de Benatab, Youssef El Arabi surgit et propulse le ballon au fond des filets. La Beaujoire peut exulter, 2-2 score final. On écoute tout de suite quelques réactions d'après-match. Très content pour moi, pour l'équipe. C'est vrai que c'est un derby, comme on dit, un derby, ça se gagne. Voilà, après, vu la philosophie du match, je pense que le point est mérité pour les deux équipes. La deuxième étage, je pense qu'on fait un match de très grand niveau. Je pense que le minimum, c'est le nul. Et s'il y a une équipe qui mérite de gagner aujourd'hui, c'est un nul. Un match nul plutôt équilibré pour Youssef El Arabi, vous l'avez entendu, et une équipe qui mérite de gagner. Le FC Nantes pour Luis Castro, ils n'ont pas forcément la même vision de ce match. Les deux, c'est quelle vision que vous partagez, vous? Moi, je me range plutôt du côté de Youssef El Arabi. C'est vrai qu'il y a eu une mi-temps pour chaque équipe. Nantes est complètement passé à côté de la première mi-temps et on pouvait attendre à la mi-temps en tout cas un sursaut d'orgueil. Je crois que ce sursaut d'orgueil a eu lieu et pas qu'un peu. Nantes a vraiment fait une très bonne deuxième mi-temps, mais sans non plus totalement marcher sur Rennes ou maîtriser complètement ce match. Rennes aurait très bien pu aussi, sur certaines contre-attaques, mettre en difficulté cette équipe nantaise. Donc sur l'ensemble du match, ce point est plutôt équitable. Oui, le point est mérité. Pour rebondir sur ce que disait Nassim, Nantes a fait preuve de caractère, en tout cas, parce qu'une première mi-temps, en tout cas, Nantes n'était pas là, un manque d'agressivité, en retard sur le pressing. Ils se sont fait bouger dans le vestiaire aussi, je crois, à la mi-temps. Bah, heureusement, parce qu'après, Nantes est venu sur le terrain en seconde période avec de meilleures intentions. Après, Nantes, vraiment dans le jeu, on l'a plus vu dangereux à partir de l'heure de jeu, à partir du but de Mwanga. Parce que le premier quart d'heure en seconde période, Nantes n'est pas dangereux. Nantes a ballon et un peu plus haut sur le terrain, mais il n'est pas très dangereux. Vraiment, la première grosse situation au final, c'est la frappe c'est le but de Junior Mwanga. Donc l'attitude en seconde période a été largement mieux, mais dans le jeu, on n'a pas vu forcément d'amélioration. Nantes a profité aussi d'une baisse de niveau de Rennes, qui a reculé, et les changements d'Habib Beye ont aussi aidé peut-être les Nantais à revenir dans le match. Luis Castro a fait des bons ajustements sur les changements, mais en soi, le plan du jeu n'est pas forcément rassurant. C'est l'attitude qui a souligné, selon moi, sur la seconde période. En tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la Beaujoire comme ça, exulter en fin de match sur un scénario positif, même s'il n'y a pas eu de victoire au bout. Ça fait du bien quand même de voir ça, non? En tout cas, moi, qui me rend au stade quasiment à chaque fois, enfin dès que mon emploi du temps me le permet, ça fait très longtemps que j'étais pas sorti d'un stade content. Ouais. Donc ça a été le cas ce week-end. Forcément, le scénario du match s'y prête, avec ce penalty raté à la toute fin, puis le but de Youssef El Arabi. Donc voilà, j'espère que cette deuxième mi-temps va donner un peu de confiance aux Nantais et qui va leur permettre peut-être de glaner un résultat à Toulouse. Et ils l'ont mérité ce scénario aussi, les supporters, parce qu'il faut le dire, ils ont poussé pendant tout le match. Il y a des fois l'année dernière où il y avait des petits moments où ça a arrêté de chanter parce qu'il y avait des petites contestations sur Antoine Comboiré. Là, ils les ont poussés du début à la fin.
fin. Oui, c'est aussi le début de saison. L'année dernière, avec Antoine Kombora, il y avait une forme de lassitude qu'on n'a pas actuellement. Donc peut-être aussi le public nantais est un peu plus indulgent avec les hommes de Luis Castro. Où les Nantes, c'est vrai que les supporters nantais ont donné de la voix. La Brigade Loire a fait une belle animation en début de match avec les Papelitos en mode Argentine. Ouais. Oui, en tout cas, les supporters ont vibré sur certains matchs. Et comme vous le disiez, au final, ça faisait longtemps que les Nantais n'avaient pas ressenti de l'émotion en allant à la Beaujoire. Je vous trouve assez dur quand même avec les supporters. Je trouve que globalement, y compris avec ce sevrage on va dire, de football, je trouve que les supporters répondent quand même globalement présents à Nantes et de façon assez exceptionnelle. Mais là, on sent qu'il y a un élan quand même peut-être un peu plus collectif de la part de tout le monde pour cette nouvelle saison. C'est le début. Je pense qu'on est nombreux à espérer quand même un meilleur visage de cette équipe. Et il y avait aussi le fait que ce soit Rennes, je pense qu'il joue aussi dans cette ferveur. Alors, on en reparlera tout à l'heure, évidemment, de la performance de Youssef El Arabi, mais on est obligé d'en parler quand même, d'en dire un mot maintenant, parce que c'est vraiment la belle histoire de ce derby, ce but au bout du temps additionnel, inscrit dans la confusion. Vous l'avez vu, alors que plusieurs joueurs étaient en train de réclamer une main. Ce but, justement, Youssef El Arabi nous l'a raconté, on l'écoute. C'est vrai que on en réclame une main, mais vu que moi je suis dos au joueur, je vois pas, et je vois encore que l'arbitre prend pas de décision, donc ça joue et je reste focus dans la surface. Et j'ai la chance que Yacine met le ballon dans la surface et je suis la continuité du ballon et à la fin, j'arrive à marquer ce but qui nous délivre ce point. C'est l'expérience, ça, concentré, focus sur le but dans toutes circonstances. En tout cas, sur cette situation précise, il y avait un vrai fait de jeu, puisqu'il y avait main, et je pense que s'il n'y avait pas eu but, possiblement, il y aurait eu un penalty accordé par la VAR. Mais c'est bien que Nantes ait pu aller au bout de l'action, parce qu'on n'est pas sûr que le penalty... Oui, bien, on a vu avec le loupé d'Ablin, mais en effet, il était bien placé. On sent toute l'expérience qu'il a en tant que numéro 9, finisseur, et c'est pas si simple de marquer avec ce rebond qui arrive devant lui, mais avec cette belle reprise, il finit très bien pour tromper Samba. Vous l'avez vu à l'écran, cette main de Thilel Tati. On va en reparler parce que ce derby, c'est aussi une histoire de penalty, justement. On le disait avec d'abord ce premier penalty qui a été sifflé à la demi-heure de jeu. Après donc cette main de Thilel Tati dans la surface. Une main difficile à éviter dans une position de tacle. C'est ce que nous a expliqué Johan Le Penant. Écoutez. C'est toujours compliqué quand tu tacles de gérer tes bras. C'est humain. Tu tacles, ton bras il reste dans l'herbe, le ballon il vient dessus. Non, après c'est malheureux, c'est pas de chance. C'est les tacles comme ça, les mains comme ça, comme Marseille qui a pu avoir en Ligue des Champions. C'est des mains. En tant que défenseur, ça doit être très dur quand tu tacles d'éviter. Messieurs, votre regard sur cette situation, ce fait de jeu un petit peu injuste, mais qui fait partie du règlement ? Alors oui, le fait de jeu est injuste. Puis après, on a vu, comme parlait Johan Le Penant, le fait de jeu à Marseille, c'est une situation assez similaire. Et ces tacles, c'est vrai que quand les défenseurs taclent, ils ne peuvent pas enlever leurs mains, leurs bras. C'est très délicat. Alors c'est vrai que la décision arbitrale semble injuste, mais au final, ça intervient après une séquence où les Rennais prennent la mainmise du match aussi. Donc c'est une conséquence aussi de la possession rennaise, de la domination sur la première période. Alors peut-être le fait de jeu est à discuter, mais en tout cas c'est une conséquence aussi de la domination rennaise sur cette partie de la première période aussi. Mais sur ce genre de penalty quand même, vous pensez que ça doit compter comme une main, comme un penalty, ça ou pas ? Alors j'ai joué pendant plus de 20 ans au football, j'ai côtoyé pendant 10 ans le monde pro. Je peux vous dire qu'il y a vraiment aucun joueur qui est vraiment au fait de ce que dit précisément la règle. Il y a eu des réunions en début de saison. Oui, ça arrive, mais même quand il y a des réunions, ce genre de situation, j'ai l'impression, est toujours soumis un peu à l'interprétation de l'arbitre et que ça peut varier d'un match à un autre. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'étais en tribune, tout le monde a vu la main et moi, personnellement, j'étais pas scandalisé que l'arbitre siffle penalty. Oui. Un penalty concédé donc pour les Nantais et un penalty manqué au début du temps additionnel par Mathis Ablin, on l'a vu tout à l'heure. C'est lui qui le rate ou c'est Brice Samba qui fait un super arrêt selon vous? La question au gardien. C'est Mathis Ablin qui rate le penalty. Il fait un bel arrêt aussi, Brice Samba. J'ai revu le penalty plusieurs fois au ralenti, même en live. Franchement, n'importe quel gardien qui plonge du bon côté arrête ce penalty. C'est un penalty qui est vraiment mal tiré. Il y a rien d'autre à dire. Mal tiré peut-être pas, moyennement tiré c'est sûr.
sûr. Brice Samba choisit le bon côté. En plus, on sait que Brice Samba, c'est un spécialiste dans l'exercice. Aussi, Ablin aurait pu, avec la pression à la fin de match, en tout cas, à manquer son tir quand même, parce qu'il n'est pas vraiment au sol, son ballon. Il est un peu à mi-hauteur, donc c'est assez facile quand même pour mi-hauteur, c'est ce qui est le plus facile pour un gardien à aller chercher. Il n'est pas en plus non plus tiré au ras du poteau. Donc, un gardien qui plonge du bon côté ici arrête le penalty sans difficulté. Bon, il n'a pas été rancunier, Mathis Ablin, parce qu'il s'est quand même arrêté devant nous après en zone mixte. Et il est notamment revenu sur son été un peu particulier. Hein, Mathis Ablin, vous le savez, qui a été sollicité par de nombreux clubs. Écoutez, justement. J'ai eu un été mouvementé avec beaucoup de rebondissements. Et voilà, aujourd'hui, le plus important, c'est que je suis ici et voilà, moi, je suis prêt à tout donner. Je vais faire encore le meilleur possible pour tout donner sur ce terrain-là. Voilà, malheureusement, le penalty ne rentre pas aujourd'hui, mais voilà, je passe à autre chose et non, ça annonce voilà, une bonne saison. Je me sens bien. C'est symptomatique quand même ce penalty manqué donc d'un joueur qui doute. Un joueur qui doute, je sais pas, mais un joueur qui a eu l'été perturbé, il l'a dit. Mentalement, c'est vrai qu'il a eu du mal à se remettre. En début de saison, quand il faisait ses rentrées, c'est vrai qu'on sentait qu'il n'avait pas la tête à Nantes. Après, maintenant, il est concerné. On sait qu'il va normalement rester au minimum jusqu'au mercato hivernal. Ouais. Après, à voir en fonction, on sait toujours que le mercato, s'il y a Eben offre sur la table, est-ce que Ablin sera toujours nantais, c'est pas sûr. Mais en tout cas, oui, il est plus impliqué, en tout cas même dans les retours défensifs, qu'il n'avait été en début de saison, ou parfois il était un peu nonchalant sur ses premières entrées en jeu. C'est qu'une question de temps pour le revoir marqué, Mathis Ablin. J'espère. Je pense pas qu'il faille tirer de conclusion sur ce penalty raté. Je veux dire, ça arrive à tout le monde. Ouais, mais quand même, ça dit quelque chose en général. C'est souvent. S'il en rate un deuxième, peut-être qu'on pourra commencer à tirer une conclusion. Et surtout, finalement, ça n'a pas d'impact. Et s'il avait marqué son penalty, je suis pas sûr que Nantes s'en serait tenu au 2-2. Donc finalement, heureusement pour Nantes, ça n'a rien changé à l'issue de ce match. Mais on connaît tous la qualité de Mathis Ablin et j'espère qu'il retrouvera le chemin défilé rapidement. Allez, un point classement pour finir cette partie débrief avec, vous allez le voir, les Canaries qui ont perdu 2 places au classement malgré ce match nul. Le FC Nantes désormais en position de barragiste, vous le voyez, 16e avec 4 points au compteur. Seul Metz fait moins bien avec 1 point pris pour l'instant. Bon, il n'y a pas urgence pour l'instant, mais quand même, on voit que les places sont en train de se figer un petit peu. Mais Nantes est situé là où il doit être, compte tenu des adversaires que Nantes a affrontés depuis le début de saison, qui sont quand même globalement tous assez supérieurs. C'est une question de calendrier, ça va s'arranger. Oui, et puis on voit, il suffit d'une victoire pour tout de suite quasiment remonter en première partie de tableau. Là, il y a 2 matchs, Toulouse et Brest, qui arrivent, où il faudra, à l'extérieur. Il faudra en effet, je crois, prendre des points. Des points contre ses concurrents directs. Ça peut s'arranger si Nantes prend ses points contre les équipes de son championnat. Toulouse, Brest, alors même Paris FC, Lille, ça peut être plus compliqué, mais après il y a 3 des 4 prochains matchs qui vont être importants. C'est ça, après il y a aussi il y aura un calendrier avec Metz et Lorient à affronter. Donc si Nantes veut remonter au classement, il faut remporter les confrontations directes contre des formations qui luttent également pour le maintien en Ligue 1. Merci beaucoup messieurs pour ce débrief, on passe au top flop. Et cette fois, vous ouvrez le bal, mon cher Thomas, avec l'homme de ce match. Évidemment, on en a parlé, le buteur providentiel, Youssef El Arabi. Tout à fait, une entrée décisive qui, au-delà de son but, aussi a apporté à fluidifier par certains moments le jeu. J'ai le souvenir d'une action à 3 avec Mathis Ablin où il y a un décalage après qui mène à un corner. Mais aussi techniquement, on l'a vu, vraiment une touche technique. Alors, peut-être qu'il n'a pas la forme physique qu'il avait quand il avait marqué son dernier but en Ligue 1 avec Caen. Mais en tout cas, il va apporter son expérience parce que même s'il a fait plusieurs championnats entre guillemets exotiques, il a toujours marqué par là où il est passé. Et donc, dans une équipe aussi qui est très jeune, avec de jeunes joueurs qui ne connaissent pas forcément la Ligue 1, il va apporter son expérience et aussi sa qualité devant le but, parce que son geste technique n'est pas facile à mettre. Il est concentré, comme vous le disiez tout à l'heure, sur le fait que même s'il y a une situation litigieuse, il peut y avoir main, etc. Donc, une bonne entrée, un top à souligner en tout cas pour moi. Il a battu 2 records sur ce match, Youssef El Arabi, dont vous avez un petit peu parlé déjà, Thomas. Le premier, c'est celui du buteur le plus âgé de l'histoire du FC Nantes en Ligue 1 à 38 ans et 229 jours, Nassim. Et il a aussi battu le record du plus grand écart entre 2 buts marqués en Ligue 1, donc 14 ans et 142 jours après son dernier but inscrit sous les couleurs de Caen en 2011. C'est lequel des 2 records qui vous épate le plus ? Je dirais le deuxième, le plus grand écart entre les 14 ans entre les 2 buts, c'est quand même assez parlant d'une longévité remarquable dans une carrière de footballeur à haut niveau et ça se respecte énormément. Et vous a surpris vous aussi sur ce match-là ?
Oui, j'ai beaucoup aimé son entrée, son but. Il marque un but très, très important voilà, pour ce début de saison nantais, puisque si Nantes avait perdu ce match, je pense qu'on tiendrait peut-être un autre discours ce soir. Voilà, et avec son expérience, voilà, j'espère qu'il saura guider cette jeune équipe nantaise, voilà, un peu stabiliser peut-être les émotions dans des moments un peu difficiles cette saison. Ses coéquipiers, en tout cas en zone mixte, ils ont quasiment tous été admiratifs. Parmi eux, Mathis Sabline, de 16 ans, son cadet. Écoutez. À l'entraînement, il est là, il bosse toujours, il a tout le temps la tête haute, il aide aussi parce que c'est l'un des plus vieux de notre équipe. On a vu cette semaine qu'il avait dépassé les 600 matchs et voilà, moi je trouve ça extraordinaire avec plus de 290 buts je crois. Non, je trouve ça exceptionnel. Admiratif, donc Mathis Sabline. Vous le voyez mettre combien de buts cette saison, Youssef El Arabi, le joker Youssef El Arabi, j'ai envie de dire? Écoutez, s'il rentre à chaque fois 10 minutes et qu'il met un but à chaque fois, moi ça me va. Ce serait parfait, oui, mais effectivement. Après, combien de buts, c'est aussi, est-ce qu'il sera toujours joker? Est-ce que par moment il va être titulaire? Notamment quand Mostafa Mohamed partira à la CAN, est-ce que El Arabi sera titularisé? Je sais pas, mais bon, si déjà il met 5 buts en rentrant en tant que joker, c'est déjà pas mal. Affaire à suivre. On enchaîne avec le top de Nassim et il concerne une autre recrue de cet été. Lui aussi buteur pour la première fois, le milieu de terrain que vous voyez s'afficher sur votre écran, Junior Mwanga. Ouais. Pour son deuxième match à la Beaujoire cette fois-ci, je trouve que je le mets en top parce que c'est le seul joueur parmi les 10 joueurs de champ, hein, je ne parle pas d'Anthony Lopez, mais qui a été au niveau sur les deux mi-temps. Voilà, le plus régulier sur le match. Le plus régulier sur le match, exactement. Il y a son but, évidemment, qui relance cette équipe nantaise dans ce match. Mais en effet, c'était un match très intéressant de sa part et qui laisse présager, je l'espère, voilà, un joueur de très bon niveau, très haut niveau au milieu de terrain, puisque Nantes, justement, je trouve vraiment un axe de progression à faire au milieu. J'ai noté 92% de passes réussies pour Junior Mwanga sur ce match. Quand on voit en parallèle que Francis Coquelin est encore sorti sur blessure, on se dit qu'ils ont bien fait de le signer finalement. Oui, bien fait, parce qu'aussi il est polyvalent, parce qu'en fin de rencontre, il passe en défense centrale à la place de Tilel Tati. Mais pour rebondir sur ce que disait Nassim, c'est vrai qu'il apporte de la sérénité aussi au milieu de terrain, chose que ces deux comparses du milieu de terrain n'ont pas démontré pour l'instant, en tout cas sur le match contre Rennes. Donc il apporte de la qualité technique également, et on sent aussi... le fait de marquer aussi également, ça va insuffler d'autant plus de confiance pour lui. Merci pour ces tops. On passe au flop. Et vous, Thomas, celui qui vous a déçu après ce derby, c'est un autre milieu. Louis Leroux, le jeune milieu de terrain nantais qui faisait pourtant son retour en tant que titulaire. Ouais, sur ce match-là, je l'ai trouvé emprunté avec du déchet technique par moment. J'ai en tête une action par période où il fait une récupération haute, où il porte le ballon et la conduite de balle est assez brouillonne. Et il loupe une passe à 2-3 mètres pour Mathis Sabline sur le côté qui va directement en touche. Je ne veux pas remettre en question le talent de Louis Leroux, on est au courant de son potentiel. Mais là, il a commencé sa deuxième saison, si je peux dire, avec un autre statut. Un statut un peu plus de titulaire, c'est plus la révélation de le petit jeune, donc on compte un peu plus sur lui. Et aussi, là en fin de match, il a dépanné en tant que latéral. Alors, on sait que Castro l'avait évoqué en conférence de presse qu'il pouvait être une option en tant que latéral gauche. À voir, pourquoi pas, si à terme, si au milieu de terrain il ne convainc pas, dépanner au poste de latéral gauche. Alors, j'ai quelques chiffres aussi sur Louis Leroux. 50% de passes réussies seulement. Nassim, 15 ballons perdus. C'est pas le même Louis Leroux que l'année dernière. Vous êtes d'accord avec Thomas ? Oui, et sur ce match, c'est vrai que Louis n'a pas fait un grand match, beaucoup de déchets techniques, de passes ratées, de passes à l'adversaire. Maintenant, sa première mi-temps, elle est aussi à l'image de l'équipe, oui. Donc ratée, je ne crois pas qu'il faille non plus être trop dur avec lui, mais en effet, il est lancé dans le bain en Ligue 1 avec Nantes, son club formateur, et il va falloir maintenant définitivement s'installer et montrer qu'il est capable de prendre le lead entre guillemets dans cette équipe et au niveau du milieu de terrain. D'autant qu'il y a encore des réglages à trouver au milieu de terrain. C'est ça, au-delà de Louis Leroux, c'est le secteur de jeu plus en chantier. Pour Luis Castro, c'est le secteur du milieu de terrain, la construction, parce que la plupart du temps, notamment pendant la période où le Leroux et le Penant ne proposaient pas de solution pour repartir, et Tati ou Aziem étaient obligés de sauter une ligne directement, jouer direct, ce qui n'est pas forcément la philosophie de Luis Castro, ce qu'il a fait à Dunkerque ou ce qu'il a pu du coup énoncé en conférence de presse. Donc c'est le chantier pour moi prioritaire pour Luis Castro sur les prochaines semaines. Allez, on termine avec votre flop, Nassim, et il s'agit malheureusement d'un habitué de cette catégorie. Non, ce n'est pas de l'acharnement. Nassim, Nicolas Cozza. Alors, un habitué, mais pas de moi. Moi, je ne l'ai jamais caché, même à ce micro. C'est plutôt un joueur pour lequel j'ai de la sympathie. Je trouve qu'il est remarquable d'un point de vue de l'état d'esprit. J'aime sa générosité sur le terrain.
C'est quoi le problème alors? Mais c'est vrai que sur ce match, voilà, malgré tout ce que je viens d'évoquer, on est quand même obligé de pointer du doigt le fait qu'il a sa responsabilité engagée sur les 2 buts et que voilà, il paraît quand même un peu léger, voilà, malgré sa générosité. Et il faut quand même être au niveau de la Ligue 1 et voilà, on sent que face à des équipes du top 8, c'est quand même difficile pour lui. Allez messieurs, merci pour ces top flops. On passe au dossier de la semaine. Et cette semaine dans le dossier, focus sur le retour des ex-Canaries, Quentin Merlin et Valentin Rongier à la Beaujoire sous le maillot de Rennes. Des retrouvailles sous tension avant le coup d'envoi de la rencontre. Une banderole affichée en tribune Loire a d'abord donné le ton, je cite « Rongier-Merlin, vous êtes aussi fidèles avec votre club formateur qu'avec vos meufs finalement ». Ambiance. Après cela, Rongier et Merlin ont été copieusement sifflés à chacune de leurs prises de balles. Et le plus gros moment de tension a eu lieu autour de la 20e minute. Alors que Quentin Merlin tente de frapper un corner, quelques projectiles sont lancés sur lui. Il faudra notamment l'intervention du speaker de la Beaujoire et du capot de la Brigade Loire pour apaiser la situation. Messieurs, votre regard un petit peu sur cet accueil de ces 2 joueurs qui faisaient leur retour à la Beaujoire. C'était attendu. Au final, on savait dans les réseaux sociaux qu'ils allaient avoir un accueil un peu particulier, si je puis dire. Après, c'est aussi parce qu'il y a un passif, notamment Valentin Rongier. Je pense que par le passé, il a fait part de son amour pour Nantes et aussi également dans une interview dans nos confrères de Ouest France où il parle qu'il n'irait jamais à Rennes, que c'était un club qui ne correspondait pas à ses valeurs et que quelques mois plus tard, il est retourné à Nantes, il va à Rennes, pardon. Donc ça a pu décevoir certains supporters qui sont attachés à ce côté. C'est vrai qu'on sait que c'est important pour les supporters nantais, le côté formé à la Genolière, formé à Nantes, et passer à Rennes qui est le rival, même si voilà, cette rivalité assez accentuée au cours de ces 10 dernières années. Historiquement, c'est pas forcément Rennes le rival, c'est plutôt Bordeaux par exemple pour Saint-Étienne. Mais pour les supporters de la jeune génération, en tout cas, Rennes est rival. Donc voir des symboles de cette formation nantaise passer chez le rival rennais, ça ne passe pas forcément. Nassim, si on enlève le côté projectile, bon ça c'est une connerie, on le sait tous. Est-ce que vous comprenez l'attitude globale des supporters nantais qui les ont sifflés à chacune de leurs prises de balles? D'abord, je connais bien les deux, voilà, et Valentin notamment, et c'est quand même quelqu'un d'assez posé, réfléchi, intelligent. Donc je pense que voilà, en allant là-bas, il savait entre guillemets à quoi il s'exposait. Maintenant, moi j'aimerais dire que je comprends d'abord qu'il soit sifflé. Même moi en tant que supporter, ça m'a un peu voilà, piqué. Mais voilà, je veux dire, tout le monde est libre, chacun est libre, et en particulier les joueurs de foot, de signer là où ils veulent et là où ils ont la sensation que voilà, ça peut représenter une opportunité pour leur carrière. Maintenant, je trouve que c'est normal et ça fait partie du folklore de se faire siffler, huer, comme on veut, mais il faut vraiment que ça reste entre guillemets dans l'enceinte du stade et que bon enfant ou pas, voilà, ça peut être assez tendu, mais il faut absolument que ça reste voilà, dans un stade de foot et que les 2 joueurs puissent voilà, rester entre guillemets en sécurité à l'extérieur et sans qu'on puisse en plus entrer dans ce qui a été le cas, hein, oui, bien sûr, mais voilà, en plus parler de leur vie privée, voilà, c'est un peu limite, je trouve. Thomas. Oui, après, il faut rester dans le cadre, dans le respect. On sait que dans le foot, voilà, les rivalités sont importantes. Les supporters aiment bien voilà, parler des rivalités. C'est quelque chose qui leur tient à cœur, l'identité d'un club, etc. Donc oui, c'est vrai que du moment que ça reste, en tout cas, d'un point de vue respect, moi, je vois pas de problème de siffler. Ça fait partie du folklore, si je peux dire. Mais je pense que les 2 joueurs n'ont pas été surpris. Ils s'y attendaient, et voilà, et ça s'est déroulé finalement comme attendu. Il y en a un qui a été un peu moins chahuté, c'est Ludovic Blas. Pourtant, ça a été le seul décisif, un des 3. C'est lui qui a mis un penalty, qui n'a pas célébré d'ailleurs. Vous avez trouvé son attitude assez classe de ne pas fêter son but? Non, pour moi, c'est de l'hypocrisie. Il a signé à Rennes, qu'il aille jusqu'au bout. Surtout que, voilà, on l'a bien senti à la Beaujoire. Il n'y a pas cette histoire, comme c'est le cas avec Valentin ou Quentin, de former à la Genolière. Voilà, malgré sa belle histoire. Oui, mais voilà, il y a eu cette Coupe de France, certes, mais c'est pas quand même la plus belle période de l'histoire du club. Donc je pense qu'il y a pas cet attachement avec Ludovic Blas comme il y a avec un vrai Nantais comme peut l'être Valentin ou Quentin. Oui, c'est pas la même relation, mais après au final c'est vrai que c'est pas forcément la plus belle époque du FC Nantes, mais c'est la dernière belle époque du FC Nantes, la victoire en Coupe de France. Après les questions de célébration ou pas, enfin moi je suis pas trop fan des joueurs qui quand ils signent dans un autre club de pas célébrer. C'est leur choix, mais enfin
on peut marquer un but et célébrer contre son ancien club, je vois pas de Il ne problème. s'agit pas d'aller charrier la tribune, mais il a voilà, pas s'il chanté, marque voilà. après tout, célébrer, qu'il célèbre son but, Après, ça c'est un peut se penalty, comprendre. peut-être que les émotions sont un peu moins fortes quand on marque un penalty. Peut-être. Oui, Je sais pas, peut-être j'en ai que jamais si marqué. il y a un but à 90+4, peut-être il célèbre différemment, peut-être. Bon, malgré ces tensions, en tout cas, qu'il y a pu avoir pour le retour de ces deux joueurs, vous allez voir que ça n'a rien de nouveau. Les joueurs qui jouent dans les deux clubs, il y en a eu dans toutes les époques. Regardez, je vous ai mis les plus importants. Patrice Riot dans les années 80, Eddie Capron dans les années 90, Olivier Monterrubio et Sylvain Armand plus récemment. Ça a toujours existé finalement, ces histoires de transfert entre clubs rivaux. Bon, a toujours existé, il n'y en a pas tant que ça non plus. Non, ça a pris plus de l'ampleur après ces dernières années parce que la rivalité a pris une autre ampleur. Je pense que quand Eddie Capron, par exemple, va à Rennes, les supporters d'Antenne n'en tirent pas rigueur. Si Eddie Capron était parti à Bordeaux, peut-être que la donne aurait été différente. Et c'est vrai que s'amplifie parce que Rennes a un plus gros niveau. C'est vrai que depuis une vingtaine d'années, Rennes est considérablement supérieur à Nantes sur le plan sportif et financier notamment, qui lui permet d'asseoir entre guillemets sa domination globalement sur le long terme contre le FC Nantes. Merci messieurs pour cette émission. En tout cas, je profite des quelques secondes qui nous restent pour vous rappeler la date du prochain match des Canaries. Ça sera donc samedi prochain à 19h sur la pelouse de Toulouse. Vous pouvez bien évidemment retrouver cette émission sur le site de Télé Nantes pour la regarder en replay, également sur le site de Ouest France. À lundi prochain pour une nouvelle émission. Bonne soirée sur Télé Nantes.